RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir. Alors dans la deuxième partie de l'émission, nous recevrons Fabienne Keller, sénatrice du Bas-Rhin et cofondatrice du parti Agir, la droite constructive. Mais tout de suite, nous accueillons sur ce plateau Marie-Noëlle Lienemann. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente du Sénat et donc sénatrice PS de Paris, membre du Bureau national du Parti socialiste et ancienne ministre du Logement. Et merci d'avoir accepté donc notre invitation. On va parler d'un mot de foot, puisque la France rencontrait le Danemark, mais je laisse le ballon à Frédéric Rivière. Je ne sais pas s'il y a grand-chose à dire. Je ne sais pas si vous avez pu le voir, je crois sans non, doute pas, puisque vous étiez au Sénat. Moi, je ne le regarde jamais direct, parce que mes enfants m'ont dit depuis qu'ils sont petits que je porte malheur quand je regarde les matchs. Donc je les regarde en replay. Donc, je connais le résultat avant, ça enlève du stress et de l'intérêt, mais je crois que je porte mieux chance à l'équipe de France comme ça. Et vous y intéressez ou pas ? Oui, Ouais. D'ailleurs vous remarquerez qu'au moment de la Coupe du Monde, l'ensemble du pays, même ceux qui ne sont pas des aficionados de foot, se sentent motivés, essaient de comprendre, essaient de soutenir. Et puis moi j'ai des enfants qui sont des passionnés de foot. Donc, en l'occurrence, je crois que sans jouer les commentateurs sportifs, on peut dire que vous n'avez pas perdu grand-chose. C'était pas la rencontre du siècle, c'était un match très verrouillé, avec des enjeux assez moyens pour les deux équipes. Donc voilà, ça n'a pas été très excitant. J'espérais que ce soit un test pour l'équipe, parce que on voit bien qu'elle se cherche. Ouais, et qu'il y avait en effet une composition nouvelle. Voilà, donc il faut trouver quand même une problématique offensive efficace. Et Didier Deschamps essaie plusieurs stratégies. Peut-être que celle-là n'est pas encore l'optimale. Et d'ailleurs, ce sont finalement des termes qu'on pourrait entendre en politique. Stratégie offensive, trouver des nouveaux alliés, le bon partenaire de jeu, enfin voilà. Alors, on en parlera justement, mais on va parler de l'autre actualité qui est donc celle d'Emmanuel Macron, qui est intronisé par le pape chanoine de Latran, un titre qui revient de droit à tous les présidents. Le chef de l'État français a accepté de prendre possession de sa stalle. Tous les présidents ne l'ont pas fait. C'est une survivance de la royauté qui date d'Henri IV. Alors comment regardez-vous ce genre de cérémonie en 2018 ? Quel sens cela a pour vous ? Est-ce que c'est pas un peu anachronique ? Oui, moi je trouve ça un peu désuet. Le mot est faible, désuet. Oui, même anachronique. Bon. Je pense que à partir du moment où des présidents ne l'ont pas accepté, je trouve que finalement, continuer n'a pas tellement de sens. J'observe avec plus d'attention le discours d'Emmanuel Macron qu'il a fait à Paris sur les chrétiens, son rapport aux chrétiens et au catholicisme, que j'ai trouvé quand même un peu étonnant au regard de la laïcité. Je trouve devant les Bernardins, où il a dit on doit rétablir, réparer le lien entre l'Église et l'État. Il y avait une déchirure qui a eu lieu, ou une fracture qui a eu lieu entre l'Église de France et la République française, ce que je ne crois pas. Moi, je fais partie des résolument laïques, tout en étant, chacun, je l'ai souvent dit, chrétienne, catholique, pratiquante, mais c'est ma sphère privée. Et dans mes fonctions publiques, je considère qu'il faut respecter cette tradition de neutralité et de laïcité. Et dans ce même discours des Bernardins, la phrase a été moins citée, mais Emmanuel Macron avait dit également « Je suis convaincu que la sève catholique doit contribuer encore et toujours à faire vivre notre nation ». Cette phrase-là, vous la trouvez aussi un peu osée en tant que président d'une république laïque, ou vous l'admettez ? La République française a des énergies historiques et des forces qui aujourd'hui concourent à sa réalité, qui sont variées sur le terrain, que ce soit sur le terrain religieux, que ce soit sur le terrain culturel, ou ceux qui n'ont pas de religion. Et ce qui est important, ça pour le coup, je peux partager un peu cette idée avec Emmanuel Macron, c'est que les citoyens se sentent engagés, non pas pour faire prévaloir leur point de vue, mais partir de leur conception personnelle pour prendre toute leur place dans la société, dans un esprit de concorde et d'avancée collective. Donc il y a
petit plaidoyer sur l'engagement, là. Mais pour moi, ce plaidoyer est vrai pour tous. Mais alors, pour en revenir un peu à cet anachronisme, ou au sens que ça a aujourd'hui, puisque je le disais, ça date d'Henri IV, le président de la République... Ça date d'avant Louis XI. Et Henri IV a redéfini le cadre de Chanoine de Latran. D'accord. C'est Louis XI le premier. Parfait, vous rétablissez la vérité historique. Donc le président, lui, se dit agnostique, hein, même s'il a été baptisé, il a demandé à être baptisé à l'âge de 12 ans. Donc pas de conviction religieuse, en tout cas, si on l'entend, si on le lit dans les diverses interviews qu'il a pu donner. Donc on peut se demander quel sens ça a pour lui d'accepter d'être chanoine de Latran, ce que n'avait pas fait François Hollande et François Mitterrand et Pompidou aussi. Et Pompidou. Donc moi je pense que c'est une erreur parce que je pense qu'on a il veut donner un signe à une communauté organisée quelque part. C'est ça, une institution qu'est l'Église. Moi je ne crois pas que ce soit nécessaire. L'institution Église n'a pas besoin de la République pour exister. Et je ne pense pas que les catholiques fassent un tout. Un tout comme une communauté. Il y a autant de catholiques dans leur foi et dans leurs engagements qu'il y a de types de citoyens. Et cette idée de structurer le débat politique autour alors qui condamne les corps intermédiaires, c'est-à-dire qui représentent le peuple, c'est-à-dire les syndicats, les associations qui sont des gens organisés pour défendre des causes, ou les partis, parce qu'on pourrait parler de la réforme constitutionnelle et de l'affaiblissement du Parlement, ils nient les corps intermédiaires. Et en même temps, ils survalorisent des institutions qui ne sont pas représentatives d'un corps social organisé. Je ne trouve pas ça très sain dans la relation de la laïcité. Alors, pour en revenir un instant à l'entretien, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit, hein, c'est la règle d'ailleurs, le pape et le président de la République, mais on observe, et souvent avec beaucoup de minutie, comment les choses se passent. Alors là, on sait que ça a duré 57 minutes, que c'est le plus long entretien que le pape François a accordé à un chef d'État. Le précédent, c'était avec Barack Obama, 52 minutes. Donc, les spécialistes disent que c'est sans doute le signe. Voilà, un signe. Ils ont bien entendu que ça s'est bien passé, etc. Mais, et le pape François a dit à Emmanuel Macron, la vocation des gouvernants, c'est de protéger les pauvres. Est-ce que vous pensez qu'il y a là un petit message, pas subliminal finalement, relativement explicite? Un message de gauche. Oui, mais moi j'ai toujours dit que ce pape était un pape qui défendait très bien les thèmes de gauche. En tout cas d'une partie des thèmes de gauche. Hein, que ce soit d'ailleurs sur la question des pauvres, que ce soit sur l'accueil des migrants, ou que ce soit même sur l'écologie. Quand vous lisez un de ces textes, on voit très bien que ce pape, il prend à bras-le-corps les grands enjeux contemporains. Et je me réjouis qu'il ait rappelé à Emmanuel Macron l'importance de défendre les pauvres. Et entre jésuites, Emmanuel Macron n'est pas jésuite, mais était élevé chez les jésuites, il me semble qu'il a dû comprendre ce code. Parce que je crois que pour un jésuite, c'était explicite. Le pape appelle donc à plus de générosité, effectivement, mais à quelques pas de chez lui, les populistes sont au pouvoir. J'ai été étonnée qu'ils ne réagissent pas immédiatement parce que vous vous rappelez qu'il avait été à Lampedusa pour signifier que cet enjeu était pour l'Europe. D'ailleurs, il a fait un discours d'appel à l'Europe. Je pense qu'il choisit son moment. Je pense qu'il a considéré qu'il ne devait pas intervenir dans les choix politiques à chaud. Ce n'est pas sa fonction. De ce point de vue, il a petite culture laïque de distance. Je pense qu'il trouvera un moment pour rappeler que ce n'est pas l'avenir ni de l'Europe ni de l'Italie que de faire ce type de choix. Pour le coup, je pense que c'est plutôt préférable qu'il ne rentre pas dans le... Parce que moi, je suis une laïque cohérente. C'est-à-dire, quand j'aimerais que le pape intervienne sur la scène politique, non, je me dis, la laïcité, c'est qu'il faut qu'il trouve son rythme, son temps, son lieu, qui ne procède pas de la même logique que du politique. Peut-être un mot sur l'Europe, puisqu'on vient d'en parler. Donc, une crise profonde que l'Europe traverse une fois de plus. Est-ce que, dans le fond, la crise migratoire a remplacé la crise économique? C'est-à-dire que les paniques morales, aujourd'hui, sont sur les flux d'immigrés que personne n'arrive à gérer pour l'instant. Moi, je crois que c'est la conséquence, d'une certaine façon. Si nous étions une Europe prospère,
une Europe où on propose un progrès collectif à tous, qu'on lutte contre les inégalités de développement entre pays, à l'intérieur de chacun des pays, si on était dans une dynamique de progrès partagé, il me semble que la question de l'immigration apparaîtrait moins forte comme une sorte de menace supplémentaire à une mondialisation qui fragilise déjà beaucoup de pays et beaucoup de citoyens. Donc les deux se tiennent. En même temps, il me semble que ce n'est pas tout à fait à confondre. Parce que je crois que derrière l'idée de ce durcissement sur l'immigration, il y a aussi l'idée que déjà l'économie, on n'est pas maître de nos choix, mais au moins on pourrait l'être sur ce qu'est le régalien, c'est-à-dire l'organisation de l'arrivée des gens, de leur rapport à la nationalité ou à l'accueil dans le pays. Et cette impression de dessaisissement général, de laisser-aller général, contribue à renforcer les populismes. Il y a sans doute aussi une question plus compliquée à traiter. Je n'ai jamais cru que l'Europe pouvait être, que les diversités, je dirais, nationales, de projets politiques, de culture nationale, de valeurs que les uns et les autres pouvaient transmettre, pouvaient être d'un seul coup fondues dans une fédération où on ne serait plus français, on devient européen. Je pense que l'attachement à ce qui crée la communauté nationale reste une question forte en Europe et que ne pas traiter suffisamment bien les coopérations nationales, fût-elles à 27 ou à plus petit nombre restreint, au nom de il faut toujours plus de fédéralisme, fragilise l'idée identitaire, non pas au mauvais sens du terme, mais c'est quand même une Europe de l'alignement économique sur l'Allemagne et quand même libérale sur ses fondements politiques. Alors, et ça, c'est pas simple. Cette crise que traverse l'Europe sur cette question migratoire, aujourd'hui, elle est très profonde. Elle divise sévèrement les pays membres. On voit l'affirmation de la nécessité de contrôler ses frontières. Et vous parliez à l'instant de l'Allemagne, mais Angela Merkel est très fragilisée aujourd'hui. Absolument. Est-ce que l'Union européenne, telle qu'elle existe aujourd'hui, dans sa structure actuelle, peut s'effondrer sous le poids de cette crise? Elle peut se fragiliser fortement. Ça, c'est déjà fait. Voilà, elle est très fragilisée. Mais est-ce qu'elle peut s'effondrer? Est-ce qu'une crise majeure en Allemagne, la chute de la coalition, pourrait entraîner... Je le redoute. Parce que je ne crois pas qu'on... Vous n'y voyez pas, vous, une opportunité en vous disant, après tout, c'est l'occasion de reconstruire et de tordre le bras à Angela Merkel sur un certain nombre de points? J'ai du mal à vous dire que c'est une opportunité, parce que ça fait, à chaque vote important en France, je dis qu'il vaut mieux prendre l'opportunité d'une crise maîtrisée parce qu'on a des objectifs politiques et qu'on les met sur la table, plutôt qu'une crise subie sur laquelle plus personne n'a de prise sur rien. Donc ce que j'ai peur, c'est que ce soit une fausse opportunité, faute de pouvoir, qui va reprendre la main pour amener à ressouder dans un esprit de collaboration positive. Je l'avais déjà dit, je l'ai vu venir cette crise. C'est comme si l'histoire ne servait à rien. Vous savez, les crises économiques, après elles finissent toujours en crise nationale, en bouc émissaire d'abord l'étranger, puis après le mec qui est chez soi qui vous plaît pas, alors il est juif ou il est autre chose, et puis ça se termine mal. Donc quand on a eu par exemple le débat déjà sur le traité d'Amsterdam, mais ça c'est vieux pour nos auditeurs, mais un peu plus récent qu'était la fameuse Constitution européenne, moi j'avais dit la France doit dire non, et le non français, il n'est pas là pour dire qu'on ne veut pas avancer, mais qu'on avance autrement, qu'on redéfinit un cadre qui est beaucoup plus en symbiose avec l'attente des peuples. Et puis quand on a eu le fameux TSCE, TSCG, la fameuse règle d'or obligée, j'ai redit la même chose. J'ai dit, si on ne prend pas cette opportunité, tous les problèmes, notamment d'intégration des pays de l'Est, qui sont arrivés avec une idée de l'Europe qui n'est pas du tout celle de l'Europe qu'on leur a proposée, ça allait mal se terminer. Donc aujourd'hui, je crains que la crise non maîtrisée amène peu de capacité de rebond politique, et je préférerais qu'on fasse des propositions de rebond politique aujourd'hui. Alors, une question d'actualité politique. Certains s'émeuvent à propos d'Emmanuel Macron, d'un président qui, on l'a entendu, fustige un pognon de dingue sur les aides sociales, mais qui paradoxalement commande des vaisselles de luxe et décide de la construction d'une piscine au fort de Brégançon. Tout cela ne va-t-il pas, ne participe-t-il pas à brouiller une fois de plus l'image du président ?
Ah ben oui, là, il commence à disjoncter, quoi. Enfin, je veux dire, je m'excuse de la formule un peu brutale, mais ils sont au pouvoir, ils croient qu'ils représentent la France, donc rien n'est trop beau pour la France. Ben non, je veux dire, la France, sa force, elle n'est pas liée à l'apparat de son président. Qu'on reçoive bien nos hôtes, qu'on mette un peu de modernité dans nos lieux publics, tout ça est très bien, mais enfin, on ne peut pas tenir un discours d'effort d'un côté et de l'autre donner le sentiment, voilà. Je crois qu'il se trompe quand il pense que les Français, il dit souvent, ils regrettent le roi, mais pas du tout. Moi, ça me fait toujours rire, ce genre de truc. Même le général de Gaulle, qui était quand même pas n'importe qui dans l'histoire française, en 62, il a un référendum où il gagne, je ne sais plus combien, mais un score inimaginable. En 65, il est en ballottage. Donc les Français qui aiment bien la grandeur, ils aiment bien aussi que la grandeur, elle ait des conséquences dans leur vie quotidienne, dans ce qui se passe dans le pays. Et quand il y a un décalage entre une prétendue grandeur qu'on affirme et les conditions de vie de nos concitoyens et les politiques qu'on mène, alors là, ça ne va plus du tout. Et donc, je pense que Emmanuel Macron ne se rend pas compte de cette réalité très singulière qui fait que les Français sont attachés à la grandeur de la France, mais qu'ils la mesurent aussi à l'aune du bien-être des Français. Il n'est pas en prise, selon vous, avec les Français, les gens modestes. Il n'a pas de... Non, mais regardez, il ne les sent pas. Voilà, regardez comment systématiquement il donne des leçons à tout le monde, sans se rendre compte que les gens ne sont pas tous en situation de « je suis le gagnant, le winner », etc. Ce petit gamin-là, à juste titre, il lui a dit... qui lui disent on n'interpelle pas comme ça le président de la République, tu dois respecter les institutions, ça c'est normal. Mais quand il vient lui dire tu ferais mieux de t'occuper de tes... Mais de quoi je me mêle ? Oui, donc c'est dans la deuxième phrase, c'est d'être trop. Voilà, en fait, et de la même manière quand il dit moi je peux me payer un costard, vous vous rappelez ? Et tout est à l'avenant. Qu'est-ce qu'on a besoin quand on est président ? D'envoyer soi-même une vidéo où on dit c'est lâché en discutant. Non, on met soi-même, il y a trop de pognon, déjà je m'excuse mais on n'est pas obligé de parler comme ça. Il y a trop de pognon pour les aides sociales. Franchement, est-ce que c'est le message qui disent il faut vérifier que nos aides sociales soient bien, répondent. Bon, moi, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais la forme, systématiquement, il croit qu'il répond au populisme. Eh bien, il se trompe. Il entretient le populisme le plus néfaste et il ne convainc pas les couches populaires. En un mot, ça sera bientôt le temps de nous quitter. Donc, on vient prendre des nouvelles du malade, le Parti socialiste, malade, convalescent, mal en point, sous respirateur. Comment vous le définiriez ? Là, il est temps qu'il bouge. Il est temps qu'il se secoue. Moi, je l'ai déjà dit, Olivier Faure ne peut pas rester sur le rythme de croisière qu'il a mis en place. Parce que certes, il faut qu'on redéfasse des chantiers de la réflexion sur l'Europe, sur fonder notre projet, mais les Français attendent que nous soyons là pour nous opposer à Macron, pour montrer qu'il y a d'autres pistes, pour ne pas laisser la seule extrême droite avoir l'air d'être l'alternative au système européen dominant. Ou l'extrême gauche. Oui, enfin, moi, je pense qu'à gauche, on a besoin de se fédérer. Donc, je pense que le Parti socialiste a besoin d'abord d'affirmer ce qu'il propose et pas de commencer à essayer de tacler ses partenaires de gauche. Mais qu'est-ce qui lui manque actuellement au Parti socialiste pour redémarrer, pour reprendre, pour donner un coup de collier ? Il lui manque un chef un peu chef, plus en tout cas, le chef et la volonté d'affirmer la présence du Parti socialiste dès aujourd'hui et pas attendre qu'on ait fait l'inventaire. Alors bon, par ailleurs, moi l'inventaire, j'ai déjà fait, je connais par cœur ce que je peux dire sur l'inventaire. Je l'ai même fait pendant. On aurait mieux fait de le faire pendant au lieu d'attendre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les grandes réflexions sur le projet alternatif pour dans 6 mois, c'est trop tard. Là, il y a toute une série de choix qui se préparent et le PS doit être là pour s'opposer et en même temps pour faire des contre-propositions. La question européenne... Et le PS sera prêt pour les prochains grands rendez-vous électoraux ? Pour l'instant, je trouve qu'il n'est pas prêt. Et il lui manque aussi des caps stratégiques. Vous m'interrogez sur ce que vous appelez l'extrême gauche. Moi, je ne mets pas Jean-Luc Mélenchon dans l'extrême gauche. Je dis très à gauche, avec une partie de son électorat qui est extrême gauche. Non, mais parce que extrême gauche, c'est une histoire dans ce pays. Bon, en tout cas... On ne va pas avoir le temps de faire parce qu'il reste 30 secondes. Ce que je veux dire, c'est que la stratégie d'unité des forces de gauche doit être assumée par le Parti socialiste, sinon il va terminer en lambeaux étriqués entre d'un côté l'attraction du centre et de l'autre les autres forces de gauche. Voilà, ça sera le mot de la fin de cette première partie de Mardi Politique. Merci Marine Lindemann. On se retrouve dans quelques minutes après un point sur l'actualité avec Fabienne Keller. À tout de suite. Merci.
L'actualité à 18h30, heure de Paris. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. La France finit donc en tête du groupe C, sans la manière. Les Bleus qui viennent de disputer leur dernier match de poule face au Danemark. Les deux équipes se sont quittées sans avoir réussi à ouvrir le score sur un nul, donc 0-0, mais sont tout de même qualifiés pour les huitièmes de finale après la défaite au même moment de l'Australie face au Pérou qui l'emporte 2-0. On fait le point sur